Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans votre émission hebdomadaire en langue française Perspective sur la radio digitale du Parti de la Justice et du Développement, PJD Radio. Notre invité aujourd'hui est M. Abdelghani El-Khdar, président du Forum des experts et des cadres du PJD et conseiller économique du chef du gouvernement, M. Abdelillah Ibn Kiran. C'est El-Khdar, bonjour, salam alaikum. Bonjour, marhaban. Et merci de nous rejoindre pour cette émission. Merci pour votre invitation. Alors, après beaucoup d'anticipation de la part des électeurs, des médias et des décideurs économiques, le programme électoral du Parti de la Justice et du Développement pour les prochaines élections législatives a été présenté au public le lundi 19 septembre 2016. Sous le slogan « Notre voix, notre opportunité pour poursuivre les réformes », le programme promet de continuer et de renforcer les réformes entreprises pendant le mandat du gouvernement de Sir Abdelillah Ibn Kiran de 2012 à 2016. M. Abdelghani El-Khdar a supervisé pendant plusieurs mois les équipes des cadres du PJD qui ont travaillé sur l'élaboration de ce projet. Nous allons, pendant les 30 minutes de cette émission, essayer de présenter une synthèse de ce travail soumis à l'appréciation des électeurs. Alors, Sir El-Khdar, commençons par le commencement. Quels sont les fondements et la méthodologie qui a servi à l'élaboration de ce programme électoral? Nous voudrions savoir un petit peu également les informations sur les équipes de travail, le nombre de cadres qui a été impliqué et la durée qu'a pris l'élaboration de ce document et de ce projet. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Le programme du Parti de la Justice et du Développement, comme vous le savez, le Forum des cadres avait été mandaté il y a un peu plus de 10 mois, c'était en décembre, avait été mandaté par le secrétariat général du parti pour préparer une plateforme du programme électoral. Et comme je préside ce forum, d'ailleurs, depuis cette date-là, j'avais été désigné comme président du forum en même temps que ce mandat avait été donné au forum pour préparer le programme. J'ai travaillé avec l'équipe, avec les équipes, avec les cadres, et j'ai sincèrement eu la chance de découvrir beaucoup de cadres de valeur avec qui j'ai eu la chance de travailler et de toutes spécialisations confondues. Des économistes, des médecins, des juristes, des avocats, des ingénieurs. Donc on a travaillé pendant un peu plus de 10 mois sur l'élaboration de cette plateforme et bien entendu dans un esprit ouvert de concertation. Il y avait à la fois des ateliers de travail internes, mais il y avait aussi des réunions de travail avec le monde des affaires, avec la société civile et avec des acteurs concernés par différentes questions sur lesquelles on travaillait. Donc ça a mobilisé un peu plus d'une centaine de cadres du Parti de la Justice et du Développement, mais il y avait également un certain nombre de cadres qui n'appartenaient pas nécessairement au parti, mais qui avaient souhaité collaborer, apporter une valeur ajoutée, apporter leur expérience à cette contribution. Et donc ça nous a mobilisé pour un peu plus de 10 mois, donc à partir de janvier ou de décembre, qu'on a commencé à travailler sur ce programme. Et je dirais qu'il y avait plusieurs temps dans ce travail. Il y avait un temps d'abord pour l'approche, ça nous a mobilisé beaucoup. Il y avait un temps pour le diagnostic, il y avait un temps pour les mesures, il y avait un temps à la fin pour la cohérence d'ensemble du programme et le cadrage. Donc je saisis cette opportunité pour remercier toutes et tous ceux qui ont contribué à ce travail-là, que je considère un travail de valeur. Et sincèrement, c'est une fierté que le parti à la fois regroupe plusieurs cadres de grande valeur, mais aussi c'est une fierté et c'est un motif de satisfaction que beaucoup de personnes qui n'appartiennent pas nécessairement au parti souhaitent contribuer et ont à cœur le développement de leur pays. Très bien. Alors, quels sont les fondements sur lesquels vous vous êtes basé, disons le tout début, les bases Donc il fallait commencer par le commencement, au début, comment on va travailler, quelle approche. Et naturellement, un programme électoral, c'est un programme qui doit à la fois toucher à l'ensemble des questions, donc les questions qui sont pressantes, les questions qui sont pressantes pour la société, mais en même temps, il fallait une approche qui va nous guider à élaborer ce document, qui soit un document cohérent, qui soit un document constructif et une contribution significative au développement du pays. Et naturellement, il y avait devant nous un bilan du gouvernement,
pour ce bilan un certain nombre de points positifs, un certain nombre d'avancées, certaines reconnues et qui sont clairement indiquées et désignées, pas uniquement par le parti, pas uniquement par le gouvernement, mais aussi par les institutions internationales reconnues en tant que telles. Mais il y avait aussi des limites. Et le parti est fier des réalisations du gouvernement, mais également il est objectif dans sa lecture. Il y a un certain nombre de défis qui restent entièrement posés, même s'il y a eu beaucoup de travail sur ces défis-là bien avant, par d'autres gouvernements. Il y a aussi eu un travail par ce gouvernement, mais ce sont des défis complexes. C'est la problématique de l'éducation, c'est la problématique de la pauvreté, c'est la problématique de l'emploi. Un certain nombre de problèmes qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de mobilisation et surtout de capitalisation. C'est-à-dire que pas uniquement un seul gouvernement peut résoudre tous les problèmes. Ce gouvernement s'est attelé aux problèmes complexes qu'il a trouvés en face et qu'il a résolus. Je pense en particulier, donc, quand je parle du bilan du gouvernement, je pense en particulier à ce passage d'une situation au niveau macroéconomique qui était très compliquée, très difficile au début du mandat, et le gouvernement a pris à bras le corps tous les problèmes qui étaient posés. Hérité d'une situation économique difficile, et ça doit être clair dans l'esprit des citoyens et de ceux qui lisent la situation et qui analysent les avancées. Hériter d'une situation compliquée veut dire que vous avez moins de marge de manœuvre au début. Donc le défi premier que vous avez en face, c'est de reconstruire ces marges. Vous ne pouvez pas faire du développement quand vous avez un déficit budgétaire de 7,5% au début, ou un déficit du compte courant de 9,5%. Ça, c'est une situation qui vous oblige à prendre des mesures difficiles pour tracer la voie vers l'avenir. Si vous continuez à faire des efforts en matière sociale et en matière de soutien économique, en méconnaissant la situation macroéconomique, vous risquez tout simplement de vous dresser contre un mur et de revenir vers des situations très compliquées comme celles qu'on avait vécues en 1983 et on garde toujours le fameux programme d'ajustement structurel. Donc le gouvernement avait pris avec courage cette problématique, il avait mené les réformes qu'il faut, il avait rétabli les équilibres. Ça, c'est une réussite qui fait qu'aujourd'hui, on peut mieux se projeter dans l'avenir. On peut mieux concevoir des politiques économiques et sociales aujourd'hui, beaucoup mieux qu'en 2012, parce que vous avez un cadre qui est assaini. La deuxième chose également qui est très positive dans ce bilan, c'est un certain nombre de réformes structurelles qui attendaient depuis longtemps et qui avaient été menées avec courage. Pas toutes, bien entendu, mais des réformes compliquées comme celle de la compensation, comme celle des retraites, comme celle de la loi organique des finances, comme celle de la justice. Un certain nombre de réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois, ils contribuent à cette amélioration du cadre macroéconomique, à l'assainissement. La compensation était critique et cruciale pour rétablir les équilibres. Mais également, ils donnent confiance pour les investisseurs et pour les acteurs dans la capacité du gouvernement à mener les réformes qu'il faut au moment qu'il faut. La réforme de l'eau et de l'électricité également, elle était fondamentale. Tout à fait. Et cette réforme à elle seule avait amené un certain nombre d'investisseurs à revenir sur leurs décisions. Ils avaient décidé auparavant d'abandonner leur investissement parce qu'ils n'avaient pas confiance que le gouvernement pourrait prendre les mesures qu'il faut. Une fois les mesures ayant été prises, ces investissements ont été en place. Et ce n'est pas n'importe quel investissement. C'est un investissement de 2,6 milliards de dollars. Pour la station voilà. thermique. Exactement, d'ASFI. Donc, les réformes structurelles, c'est fondamental. Le gouvernement a montré qu'il est capable de mener ces réformes. Et ça, on peut le sous-estimer à notre niveau. Le public peut sous-estimer, on peut méconnaître l'importance et l'ampleur de ce genre de... Mais ceux qui nous observent, et ceux qui observent à la fois le Maroc et les autres pays, mesurent à quel point et dans quelle mesure c'est très important. C'est fondamental, parce qu'ils comparent les pays. Il y a beaucoup de pays où on peine à mener ces réformes, des pays même développés. Tout à fait. Oui. Dans le pourtour méditerranéen, Exactement. pour ne pas les nommer. Et il y a encore des réformes qui sont encore difficiles devant nous, mais ayant été capable de mener ces réformes, montre la voie et montre aussi qu'on est capable de mener d'autres réformes qui sont encore difficiles. Donc à côté des équilibres macroéconomiques qui ont été rétablis, à côté des réformes structurelles qui ont été menées, le gouvernement a pu rétablir les marges de manœuvre pour travailler de manière sereine. Et c'est cela qui a amené et qui a permis au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures et de politiques d'ordre social. Il ne pourrait jamais les prendre dans des situations difficiles sur le plan macro. Donc toutes les mesures
Donc le fonds de la cohésion sociale, la protection sociale, ce qu'on a fait pour les veuves, pour les divorcés, etc. Dans la santé publique. Toutes les mesures, la réduction des prix des médicaments, beaucoup de mesures d'ordre social qui ont été prises par ce gouvernement ont été permises. Il y avait une logique derrière, donc ont été permises par les réformes qui ont été menées derrière. Mais encore plus important, nous héritons aujourd'hui, on est en 2016, et le gouvernement qui viendra trouvera une situation économique assainie, trouvera des équilibres macroéconomiques rétablis. Il pourra se projeter. Quiconque ne peut pas ignorer cette situation. Ceux qui ignorent cette situation, ceux qui parlent de l'aggravation de la dette, je pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ou ils méconnaissent les instruments basiques et vraiment primaires d'analyse économique. Un gouvernement, il part d'une situation, il laisse une situation. Et on ne peut pas analyser son apport et sa valeur ajoutée sans savoir ce point de départ et ce point d'arrivée. Aujourd'hui, on a stabilisé la dette. Vous ne pouvez pas avoir un déficit de 7,5% et de dire pourquoi vous avez aggravé la dette. L'autre question, c'est pourquoi vous n'avez pas payé les fonctionnaires. Parce que si vous n'aggravez pas la dette, vous n'allez pas payer les fonctionnaires. C'est très simple. Ce sont des équations mathématiques très simples. C'est un élément qui a été cité par plusieurs membres de ce gouvernement, c'est qu'à un certain moment, en 2012, après quelques mois de la nomination de ce gouvernement, on était proche de cessation de paiement, notamment pour les salaires des fonctionnaires de l'État. Exactement. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que ceux qui parlent aujourd'hui de l'aggravation de la dette par ce gouvernement ne savent pas de quoi ils parlent, et ils ont besoin d'un exercice mathématique très très simple, des équations de premier et de premier degré très très simples. Vous ne pouvez pas avoir un déficit sans augmenter la dette, parce que sinon vous avez besoin de pays qui vous accordent des dons à hauteur de votre déficit. Or, il n'en existe pas dans ce monde. C'est très simple et c'est très clair. Donc, effectivement, la dette a augmenté et c'est tout à fait naturel, mais la dette a été stabilisée progressivement et naturellement, on se projette. C'est d'ailleurs, on le verra par la suite, on se projette vers une réduction du poids de la dette dans le produit intérieur brut, naturellement, à la fin du prochain mandat. Au-dessous des 60%. Au-dessous des 60%, parce que tout simplement, en ayant un taux de croissance supérieur à 3 à 4%, en ayant un déficit de 3 à 3,5%, mathématiquement, vous réduisez le poids de la dette. Et la dette, qu'on soit clair et que les citoyens comprennent cela une fois pour toutes, la dette ne se mesure pas en milliards de dirhams. Sinon, c'est des milliards et des milliards, des centaines de milliards et des trillions de dollars pour d'autres pays. La dette se mesure en poids par rapport à notre richesse. Le PIB. Le PIB. C'est très très important. Il faut qu'on le comprenne parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une dette de 600 milliards, ou de 700 milliards, ou de 800 milliards. C'est à rapporter par rapport à la richesse du pays. Très bien. Donc ça, c'est le premier point de départ, c'est qu'est-ce que ce gouvernement a légué ou qu'est-ce que le prochain gouvernement va hériter. C'est une situation de départ. Très bien. Pour finir sur ce point, et ce point très important des dettes qui a pris une importance toute particulière dans les débats, la première étape entreprise par ce gouvernement pour stabiliser, avant de réduire le poids de la dette par rapport au PIB, encore une fois, c'est de réduire le déficit budgétaire. Oui. Chose qui a été faite de 7,2% à 3,5% prévu cette année. Et, au-dessous de 3% dans la majorité des scénarios qui ont été présentés, non seulement par le PJD, mais par les autres partis. C'est naturel, c'est pas donné. On ne pouvait pas se projeter de cette manière en 2012. Ou on ne pouvait pas se projeter avec précision, avec aisance. Très bien. Alors, une fois qu'on a parcouru une synthèse brève du bilan du gouvernement, vient le diagnostic. Bon, cette émission n'est pas consacrée, comme j'ai dit tout à l'heure, au diagnostic ni à la discussion du bilan, mais quelles sont vous avez parlé tout à l'heure de limites du modèle de croissance ou de limites actuelles, non seulement qui ont bloqué ce gouvernement, mais les gouvernements précédents. Quelles sont ces principales limites? Peut-on citer quelques-unes avant de rentrer dans le fond du programme? En fait, par rapport au diagnostic, ce que nous avons fait, et cela nous a pris beaucoup de travail, plusieurs séances de travail, plusieurs séances de discussion, environ 35 ateliers de travail en tout et pour tout, dont plus d'une dizaine ont été consacrés au diagnostic parce que c'était important. Et on s'était posé la question globale du développement de notre pays. Et on a analysé le modèle de développement de notre pays depuis l'indépendance à date d'aujourd'hui. Quels sont ses points forts? Quelles sont les avancées? Bien entendu, le Maroc, il a fait beaucoup d'avancées. Le Maroc, à la fois au niveau politique, au niveau économique, on se compare très très bien par rapport à un certain nombre de pays du pourtour. Mais bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à faire par rapport à notre potentiel. Et ce modèle de développement, on l'a analysé
sous différentes dimensions, donc les grands choix qui ont été faits par le pays, que ce soit le choix de l'ouverture, le choix de faire de la redistribution, de faire de la justice sociale, de s'intéresser à la question du développement humain, le choix de donner la place qu'il faut au secteur privé. Donc, un certain nombre de choix qui ont permis à l'économie marocaine aujourd'hui d'être diversifiée et qui ont permis à l'économie marocaine aujourd'hui de mieux résister aux crises quand on la compare par rapport à d'autres économies. Ceci dit, Mais, nous avons des limites. Ceci dit, il y a encore des limites, bien entendu. La question de l'éducation reste entièrement posée, la question de l'emploi reste entièrement posée, et surtout l'emploi des jeunes, et surtout l'emploi des jeunes diplômés. Et la question de la redistribution, de la justice sociale, le monde rural, le monde urbain, la justice territoriale, c'est des questions qui restent entièrement posées. Et encore, la question de la gouvernance. Notre capacité à transformer l'essai, à transformer nos politiques en résultats, en performances. Donc, nous parlons ici de la capacité de la gouvernance, pas uniquement sur le plan légal, mais la gouvernance opérationnelle, la gouvernance des politiques, et l'efficacité et l'efficience des politiques. Donc tout cela, ça reste des limites sur lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir avancer de manière sereine, pour que le Maroc se hisse à la place et au rang qui lui sied sur la scène internationale. Très bien. Monsieur Khdar, je vous remercie. Nous reviendrons après une brève pause. Merci. Très bien. Merci. الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية PGT.MA كيقدم لكم على مدار اليوم والأسبوع من خلال هذا التطبيق المعلوماتي على الهواتف الذكية مجموعة من الأخبار الوطنية والمجالية والدولية والمقالات التحليلية والحوارات والروبورتاجات وتسجيلات الفيديو وغيرها وفق مواد مكتوبة وأخرى مسموعة والسمعية بصرية عبر الإذاعة ديالو والقناة الإلكترونيتين. وكيحاول الموقع الإلكتروني ديالنا دائما أنه يقدم لكم أحسن الخدمات الإعلامية اللي كتميز بالجودة ديالها أكيد باعتماده على خط تحريري مسؤول فيه المبادرة والمواطنة المهنية والإبداع والانفتاح. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes de retour avec Monsieur Abdelghani Khdar. Alors, si Khdar, une fois que les fondements, la méthodologie, le bilan et le diagnostic ont été figés, un objectif général et des objectifs stratégiques ont été dégagés. Quels sont les principaux points à retenir sur ce volet et en citant les objectifs stratégiques, si on peut citer des mesures ou quelques mesures à titre d'exemple pour illustrer, disons, la répartition d'objectifs stratégiques à mesure opérationnelle pour illustrer pour nos auditeurs. Effectivement, donc après avoir fait le diagnostic et en se basant aussi sur le bilan, les forces et les limites du bilan, nous avons défini un objectif stratégique du programme qui est le renouvellement du modèle de développement. Je parle du modèle de développement et pas modèle économique. L'économie en fait partie, mais c'est un modèle de développement dans son ensemble selon une approche globale et intégrée. Donc, ayant défini cet objectif stratégique, nous avons défini un certain nombre d'axes, et cela bien entendu après avoir fait un diagnostic très profond, en se basant à la fois sur les travaux internes, mais aussi sur tous les diagnostics qui sont faits aujourd'hui par les institutions nationales et internationales, mais également ça a été aussi le fruit des concertations qu'on avait faites avec le secteur privé, avec d'autres partenaires, et nous avons conclu qu'il y a 5 axes majeurs sur lesquels on devra travailler et qui vont constituer un petit peu à côté de la consolidation du choix démocratique du Maroc, les piliers de ce modèle de développement, les piliers de ce renouvellement du modèle de développement. Voilà. Donc un premier axe, c'est l'axe de l'économie, et on parle de la diversification des sources de croissance, consolider des nouvelles sources de croissance et consolider la compétitivité de l'économie. C'est des problématiques importantes. Quand on parle de la diversification des sources de croissance, on parle à notre niveau, mais également à plusieurs niveaux, d'abord de l'industrie. Donc redonner à l'industrie la place qu'elle mérite. Donc, il n'y a pas un pays qui peut se développer sans donner de la place à l'industrie. Sachant que l'industrie aujourd'hui représente moins de 20% du PIB. Beaucoup moins. On est autour de 16%. Dans des pays émergents, c'est 23%, c'est 25%. Certains sont à 30%. L'industrie, c'est l'emploi. L'industrie, c'est la croissance. L'industrie, c'est l'innovation, c'est la compétitivité. Le Maroc a commencé sur ce chemin. Il est vrai, mais on a commencé un peu tard.
Mais avec le plan d'accélération industrielle. Avec le plan d'accélération, avec auparavant le plan émergence, tout cela, c'est des efforts sur cette voie-là, mais il s'agit là de consolider, de renforcer et d'accélérer le rythme. Et accélérer le rythme, dans notre diagnostic, on s'est rendu compte qu'auparavant, on avait donné beaucoup d'importance à d'autres secteurs au détriment de l'industrie. Donc là, toute la problématique des incitations. Et cela, donc il y a une place dans le programme pour revoir le modèle incitatif, revoir les incitations pour qu'il y ait un équilibre entre notre système incitatif. Il y avait beaucoup de distorsions au détriment du secteur exportateur, au détriment de l'industrie, au profit en particulier de l'immobilier. Très bien. Cet équilibre doit être rétabli. Des activités plus ou moins spéculatives. Donc cet équilibre doit être rétabli. L'incitation doit être orientée désormais à l'industrie et aux entreprises industrielles. Et donc cela a commencé aujourd'hui, mais doit s'accélérer. Et également, il s'agit également de revoir tout le cadre institutionnel qui régit la promotion de nos exportations et la recherche de nouveaux débouchés pour ces exportations. Donc, il y a également la problématique du foncier qui est fondamentale et sur laquelle il faut dire que ce gouvernement a fait un travail important en termes d'analyse, en termes de diagnostic. Aujourd'hui, il y a une feuille de route qui est tracée, mais il s'agit de passer à l'acte et faire en sorte que le foncier ne soit plus un obstacle pour la petite et moyenne entreprise et pour l'entreprise de manière générale. Je sais que le chef du gouvernement, Saadi Abdelkeram, à plusieurs reprises a cité que lui, de façon personnelle, il était prêt à céder des terrains à des investisseurs privés sous condition qu'ils créent des emplois et qu'ils créent de la richesse. Donc il a tout à fait raison. Le foncier, beaucoup de pays, certains pays le font, le foncier ne doit pas être un obstacle et ne doit pas être un facteur bloquant pour... Donc, s'il faut commencer un investissement par l'achat d'un terrain à un prix très très fort, je pense que c'est décourageant qui pour plusieurs. Qui va mobiliser 60. Aujourd'hui, on se dirige vers la solution au lieu d'acheter, au lieu de louer à des prix raisonnables, et c'est l'État qui doit assumer la différence du prix si différence il y a. Mais il faut également mobiliser tout le foncier public et donc l'assiette foncière disponible pour qu'elle soit au service de l'investissement, au service de l'entreprise. À côté, bien entendu, de la problématique de l'industrie, il y a toute la compétitivité de l'économie marocaine. Il y a également à ce niveau-là un certain nombre de mesures qui sont détaillées, donc pas uniquement pour l'industrie, mais pour toute l'économie. Donc ça, c'est le volet économique. Le deuxième volet, et je dirais s'il faut le classer, et le chef du gouvernement avait toujours dit que s'il faudrait faire un classement, ça doit être classé le premier, c'est la revalorisation ou la valorisation du capital humain. Donc ça, il est au centre de tous les débats. Aujourd'hui, le capital humain constitue une contrainte majeure pour l'investissement, pour la croissance. Donc c'est à la fois, le programme considère l'homme comme étant un objectif. Il faut travailler, il faut lui redonner sa dignité, redonner sa valeur, lui permettre de contribuer au développement de son pays, etc., etc. Mais également, c'est le principal aussi. C'est-à-dire, si on veut faire de la croissance, si on veut faire de l'investissement, si on veut faire du développement, c'est avec les hommes et les femmes du pays. Donc, il faut, cette question-là, ça rejoint bien entendu la question de l'éducation et de la formation, formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Malheureusement, le diagnostic est partagé, c'est qu'il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et qu'on peine à sortir de notre situation. Aujourd'hui, il y a une feuille de route qui est tracée, sur laquelle il y a un consensus. Il va falloir des capacités de mise en œuvre, une mobilisation, l'intelligence collective et dépasser les problèmes et les questions et les querelles stériles et inutiles pour avancer sur la solution des vrais problèmes qui peuvent faire passer notre pays du stade d'aujourd'hui à un autre stade meilleur. La clé de la réussite est souvent dans cette mise en œuvre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Très bien. Alors, l'objectif... Donc, sur ce volet-là, l'objectif central, bien entendu, c'est une meilleure mise en œuvre de la vision 2015-2030, avec, bien entendu, l'école au centre, la performance de l'école. Et sur ce chantier-là, il y a une centaine de mesures, je ne vais pas toutes les citer toutes, mais une mesure phare pour l'école, c'est de réussir ce qu'on appelle le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est l'école qui est au centre, donc l'établissement, les dirigeants de l'établissement, les professeurs, l'environnement. Donc tout cet environnement doit contribuer à la réussite de l'école. Et il faut qu'il y ait une décentralisation, donc il faut, pour que le gestionnaire de l'école soit responsabilisé, pour que les familles soient associées, pour que les professeurs soient associés, pour que l'environnement physique de l'école soit amélioré.
Et c'est comme ça que la performance de l'école peut s'améliorer. Donc, nous avons au cœur du programme la réussite de ce modèle d'établissement. Bien entendu, il y a plusieurs d'autres mesures sur le plan de l'évaluation, de l'accompagnement, de la formation des professeurs, etc., etc. Il y a aussi un volet formation professionnelle et connecter la formation professionnelle au marché, à l'économie. Donc tout ça, c'est très important. Il y a un volet aussi sur l'enseignement supérieur, sur la recherche scientifique. Bref, il y a une centaine de mesures qui concernent l'ensemble du système éducatif. Mais la valorisation du capital humain, nous ne la concevons pas uniquement en termes d'éducation et de formation. Il y a aussi le volet santé, il y a aussi le volet sport, le volet culture, auquel accorde une importance particulière le programme. Ils sont très importants. Ils sont très importants pour l'éclosion des énergies, pour la libération donc, des énergies individuelles. Très bien. Et troisième sujet qui est également très important, c'est la question de la justice sociale. Il y a un point fondamental à souligner à ce niveau-là. La justice sociale, bien entendu, c'est une demande forte. Il faut rétablir l'équilibre social, l'équilibre entre les territoires, l'équilibre entre la classe sociale. Il faut réduire les inégalités, que ce soit en termes de revenus, en termes de pouvoir d'achat. C'est une demande sociale pressante pour la cohésion de la société, pour l'équilibre de la société, pour la paix sociale. C'est très important. Mais pas uniquement. Toutes les études montrent aussi que que la réduction des inégalités est cruciale pour la réussite des politiques économiques et pour la réussite des autres politiques. C'est-à-dire, votre politique éducative, s'il est fondée sur des inégalités que vous n'adressez pas, quel que soit ce que vous faites, c'est très simple. Quelqu'un qui vit dans un milieu très défavorisé, quoi que vous fassiez dans l'école, vous aurez des inégalités toujours en termes d'output. Nous le voyons dans des pays européens qui ont des systèmes éducatifs de bonne qualité ou estimés de bonne qualité, mais qui ont des problèmes. Exactement. C'est-à-dire, donc, la réduction des inégalités, le travail sur la question de la justice sociale, il est fondamental également pour la réussite de l'ensemble des politiques. Et donc, c'est un cercle vertueux qu'il faudra trouver. Donc, réduire les inégalités pour améliorer la cohésion sociale, pour réussir les politiques économiques, pour encore améliorer et réduire les inégalités et améliorer la justice sociale. Donc, c'est un cercle vertueux. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs propositions, que ce soit en termes de réduction des revenus, que ce soit en termes de réduction des fossés qui séparent le monde rural du monde urbain, que ce soit en termes de l'emploi. L'emploi, nous avons travaillé sur les questions de l'emploi au niveau du chapitre justice sociale. L'emploi des jeunes en particulier. Nous parlons par exemple à la fois de la révision de tous les programmes d'emploi aujourd'hui, de leur efficacité, mais aussi offrir aux jeunes un certain nombre d'opportunités. Par exemple, on a une mesure pour mettre en place donner la possibilité aux jeunes d'avoir un stage de 6 mois dans l'administration, dans le secteur privé. Ça doit être une possibilité systématique pour les jeunes parce que ça leur permet de s'ouvrir, ça leur permet de découvrir l'administration. Ça existait auparavant, le système du service civil qui existait dans les années 70. Mais là, il ne s'agit pas d'obligation, il s'agit beaucoup plus de donner une opportunité aux gens de connaître le milieu professionnel parce que souvent, quand on sort de l'université, on est un peu désemparé. Alors que découvrir le milieu professionnel et savoir les règles minimales, ça donne une chance pour mieux s'intégrer sur le marché du travail. Quatrième chapitre, c'est le chapitre relatif à la gouvernance. Et c'est un chapitre fondamental et auquel le programme du parti a accordé une importance particulière. Nous parlons ici à la fois de la gouvernance au niveau des institutions, au niveau du cadre légal, mais nous avons abordé un nouveau niveau de gouvernance qui est très important, c'est la gouvernance opérationnelle, la gouvernance de la mise en œuvre des programmes et des projets, qui est fondamentale. Les projets, nous avons une expérience, donc cette expérience gouvernementale a montré que les projets et les programmes pour lesquels vous mettez des dispositifs et des mécanismes de mise en œuvre très clairs, et en responsabilisant les gens, donc les acteurs, et dans lequel vous mettez en place des mécanismes de partenariat avec les parties prenantes, vous arrivez à réaliser des performances très importantes. Et vous arrivez à atteindre les résultats que vous avez mis au départ. Les projets et les programmes que vous initiez de manière un peu précipitée, pour lesquels vous ne mettez pas ce qu'il faut comme mécanisme d'accompagnement et de suivi de la mise en œuvre. Souvent, après 2 ans, vous vous retrouvez au point de départ. Ça, c'est notre expérience nationale. Mais toutes les expériences internationales et les pays se développés aujourd'hui se sont rendus compte que c'est très important d'avoir des mécanismes très fins, très détaillés de mise en œuvre à tous les niveaux. Parce que vous avez un programme gouvernemental, c'est complexe.
C'est complexe, c'est toutes les politiques, c'est plusieurs acteurs, il faut de la coordination, il faut de la synergie. Et donc, ce programme et les cadres qui ont élaboré ce programme ils se sont intéressés à cette question, ils ont accordé beaucoup d'intérêt. Ils ont fait des propositions qui sont très, très précises au niveau des mécanismes qu'ils proposent de mettre en œuvre pour accompagner la mise en œuvre du programme une fois transformé en programme gouvernemental. Et là, on pouvait revenir au programme. On a mis en place au moins 4 commissions, une à très haut niveau, une au niveau opérationnel et 2 intermédiaires pour suivre le programme dès les premiers jours. Et donner la possibilité aux citoyens de suivre avec vous à travers un certain nombre d'indicateurs. Donc, ça renforce la logique de responsabilisation, ça permet de mieux atteindre les résultats et ça donne plus de transparence sur l'action publique. C'est équivalent un petit peu à la mise en place d'un PMO, d'un Project Management Office. Si vous voulez, à l'échelle d'une entreprise, c'est l'équivalent de la mise en place d'un PMO à l'échelle du gouvernement. C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est l'équivalent d'un PMO à l'échelle du gouvernement. Très bien. Dernier objectif. Dernier objectif, qui est un peu le résultat de... Si on fait tout ça, c'est le rayonnement du Maroc à l'international. Donc, bien entendu, si vous avez une politique de développement, si vous réduisez les inégalités, si vous valorisez votre capital humain, ça contribuera au rayonnement de votre pays à l'échelle internationale. Mais à côté de cela, nous avons un certain nombre de propositions qui concernent la politique étrangère, les Marocains résidant à l'étranger, les émigrés qui sont au Maroc, tout cela pour sauvegarder, améliorer l'image du Maroc à l'international et mieux défendre ses intérêts. Très bien. Certains diraient, que les programmes électoraux au Maroc se ressemblent. C'est quelque chose qu'on entend, qu'on lit beaucoup dans les médias. Quelles sont les principales innovations de ce programme et qu'est-ce qui le distingue de ceux des autres partis politiques ou des programmes électoraux que le PJD a préparés pour les élections précédentes? En tout cas, ce que je pourrais dire, si d'aucuns diraient que les programmes se ressemblent, je dirais de toutes les façons, c'est un programme sur lequel, comme je vous ai dit, on a travaillé pendant plus de 10 mois, sur lequel plusieurs énergies se sont mobilisées, plusieurs personnes qui ont à cœur le développement de leur pays ont travaillé, et c'est un programme qui se distingue à plusieurs égards. D'abord par l'approche. L'approche que je vous ai proposée, dont je vous ai parlé au début, c'est une approche transversale, l'approche de politique publique. C'est une rupture avec la logique des politiques sectorielles et des mesures sectorielles déconnectées. Ça, c'est très important. Le parti, pour la première fois, a accompagné son programme d'un cadre logique. Un cadre logique qui définit les objectifs, les sous-objectifs et les indicateurs à suivre. C'est très important. Ça donnera aux citoyens la possibilité de suivre un certain nombre d'indicateurs. Donc, c'est un tableau de bord. Une troisième innovation, et non des moindres, et ça aussi c'est pour la première fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est des mécanismes entiers de mise en œuvre. Ça c'est nouveau. Vous ne le trouverez nulle part dans les programmes antérieurs, ni dans les programmes d'aujourd'hui. Quatrième innovation, qui est également très importante, c'est le cadrage macroéconomique. Le cadrage macroéconomique, on s'est rendu compte, on avait un débat bien sûr entre nous sur quel taux de croissance on projette, sur quoi on va s'engager, qu'est-ce qu'on va promettre. On a eu une large discussion entre experts et on s'est dit qu'il faut dire aux citoyens la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal de dire aux citoyens que je vais faire un taux de croissance de 6% ? Et vous avez des incertitudes. Des facteurs exogènes. Sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise. Vous n'avez pas de maîtrise sur la croissance de vos partenaires. Vous n'avez pas de maîtrise sur le prix du pétrole. Vous n'avez pas de maîtrise sur la pluviométrie et c'est un facteur très important. Tout à fait. Ce mandat, on a eu 3 années de sécheresse. 3 années de sécheresse qui font qu'aujourd'hui, par exemple, de 2016, on va avoir un taux de croissance de 1,7. Accuser le gouvernement d'avoir un taux de croissance de 1,7 alors qu'il a promis quoi que ce soit, je pense que c'est injuste. Il y a des réalités qui sont têtues et ces réalités, le citoyen doit s'accommoder, il doit être familiarisé. Et qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens-là de réalisme. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on s'est dit que aujourd'hui, on ne peut pas se projeter avec un taux de croissance, qu'on doit dire la réalité aux Marocains et qu'on doit peut-être adopter un certain nombre de scénarios. Un scénario, c'est pour cela qu'on a adopté un scénario pessimiste, un scénario optimiste et un scénario de référence. C'est une innovation, si je puis dire, qui a surpris plusieurs observateurs. C'est une innovation et je suis certain qu'il fera son chemin parce qu'il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de pertinence et ça colle parfaitement à la réalité marocaine. Donc, pas la peine de dire que je vais faire un taux de croissance de 5%, de 6%, de 7%, comme ça. Donc, on a détaillé un petit peu le scénario de référence et on s'est dit que les choses peuvent s'améliorer, peuvent aller mieux si la croissance de nos partenaires est meilleure, si le prix du pétrole
est moins important que ce qu'on avait projeté, etc. Donc, on est dans un scénario de référence avec un taux de croissance de 5%. Et dans ce scénario-là, la dette diminuerait en 2021 à 56,5%, avec des déficits de compte courant et un déficit budgétaire qui sont maîtrisés au taux de 3%. Donc, c'est ça le scénario de référence. Les choses peuvent aller dans un sens ou dans un autre, dépendamment des facteurs exogènes sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Et ça, c'est une innovation majeure aussi de ce programme électoral. Très bien. Saad Abdelkhader, président du Forum des experts et des cadres du PJD et conseiller économique du chef du gouvernement, M. Abdelhamid Mkiran, je vous remercie. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que le programme électoral du PJD est disponible pour téléchargement sur le site web pjd.ma ainsi que sur la page Facebook PJD Maroc. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous remercions également de nous avoir suivis pendant cette émission. Perspective sur la radio digitale du Parti de la Justice et du Développement PJD Radio, présentée par Hicham Mohsin, à la régie Youssef Moussamih et derrière la caméra Brahim Moussaïd. Merci et à la prochaine.